La physique quantique étant une révolution, est-ce qu'elle a aussi révolutionné le temps? Bon. Ma première réponse à cette question serait non, parce que l'espace-temps de la physique quantique est un espace-temps qui était déjà formalisé en physique. Si on prend la physique quantique non relativiste, donc en gros l'équation de Schrödinger, l'espace et le temps, c'est ce Newton. Si on prend la physique quantique plus élaborée, qu'on appelle la théorie quantique des champs, qui est une théorie relativiste de la physique quantique, à ce moment-là, l'espace-temps, c'est celui de la relativité restreinte. Donc l'espace-temps de Minkowski, qui est pas courbé, qui est pas celui de la relativité générale, qui est l'espace-temps de la relativité ordinaire, disons. Et là, il n'y a rien de nouveau sur le temps, puisqu'on reprend quelque chose qui existe déjà. Simplement, l'étude des particules a permis de progresser à propos du temps de la façon suivante. C'est que depuis Newton, quand on fait de la physique et qu'on représente le temps mathématiquement, on contraint cette représentation par ce qu'on appelle le principe de causalité, qui dit en gros qu'on ne peut pas changer le passé. Donc ça consiste à dire que si un événement a eu lieu, il sera éternellement vrai qu'il a eu lieu. Vous ne pouvez pas rétroagir dans le passé. Et donc en physique classique de Newton, ça dit le cours du temps, c'est une droite, c'est pas un cercle. C'est pas un temps cyclique, parce qu'un temps cyclique permettrait de revenir dans le passé de la cause qui a déjà produit un effet, et donc l'effet pourrait rétroagir sur sa propre cause. En relativité restreinte, ce principe de causalité implique qu'il existe une vitesse limite, c'est-à-dire que les particules ne peuvent pas aller plus vite qu'une certaine vitesse, et cette vitesse se trouve être la vitesse de la lumière dans le vide. Et donc le principe de causalité s'exprime en relativité restreinte sous la forme d'une interdiction. Une particule ne peut pas, etc. Mais il s'est produit dans les années 20 un événement plus intéressant, qui est qu'on a compris que le rayonnement cosmique était constitué de particules qui peuvent aller très vite, presque à la vitesse de la lumière. Il y a des électrons, des muons, etc., qui sont des particules qui vont presque à la vitesse de la lumière par rapport à nous. Comme elles sont très rapides, il faut les décrire selon les lois de la relativité restreinte, qui est la bonne cinématique pour les objets dont les vitesses ne sont pas négligeables devant celles de la lumière. Mais en même temps, c'est des particules quantiques, parce qu'elles sont toutes petites, donc il faut leur appliquer les lois de la physique quantique. Le physicien qui va réussir cette prouesse intellectuelle s'appelle Paul Dirac, et il s'aperçoit dans un premier temps que l'équation qu'il obtient a l'air de violer la causalité. C'est-à-dire que si on voit une particule apparaître dans l'espace à un certain instant, elle va vivre un certain temps puis se désintégrer. D'après l'équation de Dirac, si on regarde ce phénomène avec un point de vue qui serait celui d'un autre observateur, d'un autre référentiel, dans certains cas, il verrait l'inverse, il verrait la particule disparaître avant d'être apparue. Bon, c'est bizarre. Comme si le temps n'existait pas, en tout cas c'est comme si les chronologies entre événements étaient arbitraires. Les effets peuvent devenir des causes, les causes sont des effets, enfin, on perd la causalité. Et donc il a changé son équation en lui imposant une contrainte qui était de respecter la causalité. C'est-à-dire que si moi, dans mon laboratoire, je vois une particule apparaître, vivre entre guillemets, puis disparaître, n'importe quel autre observateur verra la même séquence. Et pas l'inverse. Okay ? Et cette contrainte qu'il ajoute l'amène à une équation un peu différente. Et il remarque que certaines solutions de son équation correspondent à des énergies négatives. Particule d'énergie négative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous l'immobilisez, sa masse est négative. Masse négative, ça veut dire que vous lui donnez une force, par exemple, comme ça, et au lieu de partir dans le sens de la force, elle va partir dans le sens inverse. On n'a jamais vu ça. Du coup, les physiciens sont très sceptiques, puisque on peut même montrer mathématiquement qu'une particule d'énergie négative, c'est une particule qui mathématiquement semble remonter le cours du temps. Et en 1930, donc 2 ans après avoir écrit son équation, Dirac a une idée, une sorte de flash comme ça, et il comprend que on peut interpréter ces particules d'énergie négative qui apparaissent dans ces équations et qui semblent remonter le cours du temps comme étant en fait des antiparticules
de l'électron en l'occurrence, puisque l'électron était la particule qu'il décrivait, des antiparticules de l'électron d'énergie positive qui suivent le cours normal du temps. Et donc cette antiparticule de l'électron, qui va s'appeler le positron, a la même masse et une charge électrique opposée. Donc Dirac dit, si je marie physique quantique et relativité, et si je fais le pari que le principe de causalité est une loi de la nature, alors il doit exister un partenaire de l'électron, qui sont l'antiparticule, qui à l'époque personne n'avait jamais vu. Un jeune physicien expérimentateur qui s'appelait Carl Anderson aux États-Unis, en 1932, qui n'avait jamais entendu parler de Dirac, il fait une publication disant qu'il a observé une particule qui a une charge opposée à celle de l'électron et une masse, en gros, qui est le 20e de la masse du proton. Alors que le positron prédit par Dirac doit avoir 1/2000e de la masse du proton, puisqu'il doit avoir la même masse que l'électron, qui est 1/2000e de la masse du proton. Donc il ne sait pas du tout que c'est le positron, mais d'autres lisent son papier, et voilà, on finit par se convaincre que cette particule qu'il a découverte, c'est bien le positron décrit par Dirac. Et donc, après, on a pu généraliser la chose et montrer qu'à toute particule est associée une antiparticule. Et donc la causalité qui permet de prédire l'existence des antiparticules est bien une loi qui semble être une loi de la nature. Et donc ça c'est important puisque ça montre que le fait de contraindre notre représentation du temps par ce principe de causalité est quelque chose d'assez fécond. La causalité ne s'exprime plus sous la forme d'une interdiction comme en relativité restreinte, avec la vitesse de la lumière qu'on ne pourrait pas dépasser. La causalité a permis de prédire l'existence d'une nouvelle sorte d'objet physique.